Share, en fait. Alors, bonsoir à tous ceux qui sont là. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Mon nom est Stéphane Fournier, physiothérapeute, fondateur des cliniques Accès Physio. On s'est vu un petit peu lors des 5 à 7 et l'année passée, je suis en compagnie du dynamique et sympathique Dominique Labelle. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être là. En effet, je m'appelle Dominique Lavelle, puis je suis aussi gradué de l'Université de Montréal en 2013, donc ça fait déjà 7 ans que je suis physiothérapeute, puis j'adore ça. Je suis également copropriétaire des cliniques Accès Physio de Chambly et de Longueuil. Donc merci d'être là. Super. Moi aussi, en passant, je suis pur, hein. Je suis de l'Université de Montréal, alors oui, je fais partie de la meilleure école. Exact. Alors voilà. Alors les amis, ce soir, on s'est donné tout un défi de se parler en webinar de thérapie manuelle, de traitement lombaire. On s'est risqué, Dominique et moi, on s'est lancé, on s'est dit, on va faire des vidéos pour essayer de démontrer un peu de quoi on veut parler. Alors, merci de votre compréhension. Merci de votre indulgence, en fait, parce que l'objectif initial, hein, Dominique, c'était de faire ça en présentiel. Hein. Hmm. On voulait faire une formation chez nous, dans une des cliniques, puis d'inviter les gens à venir essayer les techniques, le vivre en présentiel. Peut-être, hein, peut-être qu'on aura l'occasion de se déconfiner davantage, peut-être en janvier ou en février. Croisons les doigts. Donc, écoutez, on se lance. Ce soir, on a un sujet très audacieux, donc de parler de quelque chose assez nouveau, assez différent, je pense, de ce que vous avez entendu. Donc, une vision alternative où la thérapie manuelle simplifiée, vous allez voir pourquoi on utilise le terme simplifié, qui se marie à une approche McKenzie, une approche internationale, un des seuls formulaires qui a été validé à l'international par les données probantes, l'approche McKenzie pour l'évaluation des problèmes lombaires. Or donc, nos sympathiques tronches ici, Dominique et moi j'ai beaucoup roulé ma bosse, hein, dans les 30 dernières années. Je fais encore de la physiothérapie comme thérapeute avec beaucoup de passion. Alors, thérapie manuelle, j'ai complété mes cadrans avancés que j'ai refait même une deuxième fois là, pour être sûr d'être à date. Complété toutes mes formations de McKenzie, ma certification de manipulation vertébrale. Alors, coffre d'outils, hein, contrôle kinétique, relâchement myofacial, de la thérapie manuelle crânienne. Et je suis diplômé en physiothérapie du sport et thérapeute du sport certifié. Puis toi, mon beau Dominique? Pareillement, on fait beaucoup de formation continue. J'ai de la formation continue toujours en thérapie manuelle, contrôle moteur, les tapings. En course à pied aussi, on fait toujours des évaluations du patron de course. On a fait beaucoup cet été, les gens ont couru beaucoup. Donc, on regarde ça. Je suis expert en course à pied. Puis également, je suis très présent sur les réseaux sociaux. Vous avez vu quelques capsules, beaucoup sur Facebook, Instagram, tout ça. Et je fais aussi, on fait des chroniques depuis 3 ans au 91.9 Sport. Stéphane, moi et mes collègues aussi. Donc, on fait des capsules sur la santé, la prévention des blessures. Et je fais également aussi des articles sur RDS, une section en forme. Donc, à chaque 2 ou 3 semaines, je fais des articles sur la santé, les blessures et tout. Donc, une belle visibilité pour la physique. Super, merci Dominique. Alors, stagiaire, jeune physio versus les lombalgies. J'ai vu hein, qu'on a des étudiants de première année, de deuxième année. Peut-être que vous n'avez pas encore commencé à faire des stages où vous avez pu voir beaucoup de problèmes lombaires, là, dépendant de ce que vous avez fait dans vos stages. Alors, écoutez, on va essayer de pas trop vous perdre. On va essayer de garder ça le plus simplifié possible. Euh, mais une chose, une réalité, hein, Dominique, puis tu peux en témoigner avec les jeunes physiothérapeutes qui commencent dans nos cliniques, les problèmes lombaires, c'est inquiétant. C'est pour un jeune qui commence, comment tu vois ça, toi, Dom? Tellement tout à fait. Par exemple, les stagiaires qu'on accueille dans nos cliniques ou les nouveaux physiothérapeutes qui commencent, souvent, je les trouve inquiets des fois. Puis ils sont mêlés aussi dans le choix des techniques. Des fois, sont perdus un petit peu quoi faire pour être efficace. Donc, au début, dans le choix des techniques surtout. Je trouve que quelque chose qui caractérise beaucoup les jeunes et stagiaires et jeunes physiothérapeutes qui commencent dans leurs 6 premiers mois de pratique, vous vous inquiétez beaucoup sur
est-ce que je sens la vertèbre? Je sens rien. Comment je suis pas bon? Je suis poche. Je sens pas que ça bouge. Voyons donc. Et ça peut amener les gens à se décourager, même à vouloir à un moment donné mettre de côté des techniques un peu plus manuelles parce que c'est pas donné probant puis qu'on arrive difficilement à le démontrer. Fait aujourd'hui, donc, on va essayer de mettre en lumière des façons efficaces, faciles, que vous pourrez utiliser dans vos stages et dans vos premières années de pratique rapidement. Fait que, donc, lançons-nous, lançons-nous, groupe, dans l'univers de la mobilité vertébrale lombaire. Puis, écoutez, si on fait une évaluation lombaire, là, on le voit dans le partage du PowerPoint, la liste des problèmes qu'on peut trouver en physiothérapie, outre le sujet d'aujourd'hui, les diminutions de mobilité intervertébrale, qui est notre sujet, Dominique, parle-nous d'un petit peu de quelques problèmes qu'on peut trouver dans notre liste de problèmes post-évaluation lombaire. Exact, tout à fait. Parce que quand on évalue un patient qui a une douleur, un problème lombaire, mais on fait une liste de problèmes, de choses à travailler. Et dans la liste de problèmes, on rencontre très, très souvent, bien sûr, la douleur. Il y a des considérations myofasciales, tout ce qui est tension musculaire, par exemple, piriforme, des considérations posturales, la posture assise, par exemple, tout ce qui est considération plus neurale, durmaire, etc. La considération du disque intervertébral, donc on voit beaucoup de problèmes discales, par exemple. Tout ce qui est contrôle moteur aussi, on voit des problèmes, des dysfonctions au niveau, par exemple, du transverse, de la force et du contrôle moteur. Des problèmes de souplesse aussi. Et on voit fréquemment aussi des compensations, tout ce qui est cervical, des compensations dorsales, par exemple, sacro-iliaque, le bassin, le plancher pelvien, crânien, etc. Il faut toujours avoir en tête aussi tout ce qui est plus systémique, les cancers. Donc, c'est médical, c'est le docteur qui traite ça. Il faut toujours garder ça en tête aussi. Il y a des douleurs référées aussi, ça c'est plus médical aussi, des organes, par exemple. Et les pertes fonctionnelles, tout ce qui est au niveau du travail, des arrêts de travail, par exemple, le sport aussi qui peut être limité à cause de la lombalgie, des dysfonctions au niveau des AVQ, AVD aussi, par exemple. Donc, les activités de la vie quotidienne. Exactement. Fait que groupe, ça c'est quelques-uns des problèmes qu'on va trouver dans notre liste de problèmes après avoir fait notre évaluation exhaustive. Fait que vous comprendrez encore une fois là, que avec beaucoup d'humilité qu'on vous parle aujourd'hui dans un webinaire de mobilité vertébrale, il y a tellement de considérations, il y a tellement de problèmes possibles. Fait que là, on sort comme une cerise cherry picking ces histoires de mobilité vertébrale-là. Alors, la mobilité vertébrale, quels sont les outils, quelques-uns des outils qu'on a en physiothérapie pour essayer d'améliorer une facette qui ne ferme pas bien en extension L4, L5, par exemple? Alors, bon, la thérapie manuelle, en général, toutes nos mobilisations MPIV, là, les mouvements passifs intervertébraux, pour les jeunes qui ne sont pas encore rendus là. Fait que les techniques manuelles pour aller faire bouger, dégager les vertèbres qui ne bougent pas bien. Les manipulations vertébrales qu'on voit là, dans les cours plus avancés. Les exercices vont nous permettre de gagner la mobilité vertébrale. Des approches, comme l'approche McKenzie, s'intéressent à cette mobilité vertébrale et il y en a beaucoup d'autres. Pour ce webinaire, nous, on a envie de se lancer le défi de parler d'ouverture facétaire ou de flexion et la fermeture ou d'extension. Là, on va vous démontrer par une vidéo. On rit, Dominique et moi, on rit parce qu'on a vraiment eu beaucoup de plaisir à tourner ça. Un petit vidéo explicatif où on essaie de démontrer sur un mastodonte, Sébastien Auclair, qui est un de nos physiothérapeutes à la clinique du complexe Bell à Brossard, un gars qui fait beaucoup d'entraînement, d'haltérophilie. Il pèse plus de 225 livres. Mais écoutez, 225 livres de muscles, précisons-le. Alors, je vais vous démontrer dans ce bref vidéo comment on fait pour évaluer et traiter une fermeture lombaire si on est pure thérapie manuelle. Je vous accompagne là-dedans, ça ne sera pas évident.
à travers, on fait de notre mieux pour suivre la séquence que je vous explique. Fait que le patient est en décubitus latéral gauche et je veux évaluer sa fermeture lombaire droite. Retenez pas ça, là. Faites juste prendre en note à quel point c'est complexe pour un physiothérapeute ou une physiothérapeute d'un gabarit moyen d'aller effectuer ces manœuvres-là sur un patient là, qui a une certaine corpulence. Alors, le patient est en décubitus latéral, j'attrape ses membres inférieurs comme ça pour éventuellement explorer mon extension lombaire. Alors, c'est parti. Je cherche ma fermeture lombaire droite. Je mets mon locking, ma position lombaire en locking avec le membre inférieur gauche. Je tire sur mon segment oblique de membre inférieur. Écoutez, je vais recommencer ça, c'est trop mignon. Comment c'est difficile. Regardez la complexité. J'étais essoufflé à faire ça, OK? Hop. Attendez une seconde. Attendez une seconde. Est-ce que ça va marcher? Oui, c'est ça. Alors, donc, je recommence. Hein? Je cherche mon extension lombaire en L4, L5. Je mets mon segment inférieur pour favoriser davantage de fermeture droite. Mon segment supérieur en flexion latérale et ipsilatérale pour augmenter ma fermeture droite. Et là, je m'installe sans perdre mon niveau L4, L5, autre difficulté. Et là, je prends les grosses faufounes à Sébastien, la hanche, pour amener son bassin davantage en fermeture. Et j'évalue chacun des niveaux pour évaluer la fermeture lombaire. Est-ce que j'arrive à sentir tout ça, comparer la gauche et la droite? Écoutez, c'est tout un défi. Fait que quand vous regardez ça, est-ce que c'est inquiétant pour un jeune qui commence? En tout cas, moi, avec la force musculaire que j'ai, l'expérience que j'ai, évaluer ça sur Sébastien, c'était très difficile. Dominique, quels sont les obstacles à la thérapie manuelle conventionnelle? Ouais, exact. Là, on n'avait pas le son dans la vidéo, mais quand Stéphane expliquait, c'était même essoufflant, tu te rappelles, quand tu faisais la technique, c'est vraiment difficile. Donc, les obstacles, bien sûr, le gabarit du patient. On rencontre beaucoup de patients qui peuvent être un peu, avoir du surpoids, un peu plus d'obésité, par exemple. C'est pas toujours facile même de palper les articulations, les épineuses, par exemple. Le gabarit du thérapeute, bien sûr, on peut rencontrer des physiothérapeutes qui sont plus légers, plus petits. Je pense à certains de mes physios, par exemple, qui traitent à Longueuil des joueurs de football assez costauds. Et justement, on utilise des techniques qu'on va vous démontrer plus tard pour permettre de bien forcer. Mais j'ai vraiment faire, par exemple, la technique que tu as faite tantôt avec des gros joueurs de football. Tout ce qui est spécificité, les évidences, la fiabilité aussi inter-évaluateur, c'est pas toujours facile de bien sentir et même on peut demander à un collègue, est-ce que tu ressens la même chose que moi? Puis souvent, ça peut être assez variable. Impossibilité de tout sentir, bien sûr, chez les patients. Donc, comme on disait, dépendamment du gabarit du patient, il y en a qui sont plus légers, qui sont un peu plus osseux, c'est plus facile, d'autres beaucoup plus corpulents. Si on parle, bon, pour les jeunes physios qui connaissent peut-être pas encore, les jeunes étudiants qui ne connaissent pas encore c'est quoi un FCAMT. En tout cas, les physiothérapeutes de quatrième, troisième année comprennent davantage. Hein, c'est une certification nationale en thérapie manuelle. Puis est-ce que vous pensez, je vais vous rassurer en vous disant, est-ce que les FCAMT, hein, est-ce que ces certifiés-là qui ont fait leur certification en thérapie manuelle arrivent à tout sentir? Absolument pas. Tu es une FCAMT qui est bien en forme, bien forte, de 125 livres, et qui s'entraîne, puis qui arrive avec un patient dans les eaux de 180, 200, 225 livres comme Sébastien. C'est pas vrai. C'est pas vrai que tu vas sentir tout chez tout le monde. Fait qu'on tient à vous rassurer que c'est tout à fait normal de ne pas tout sentir et de ne pas être capable de tout exécuter. Vous avez vu le gros Sébastien tout à l'heure. Si j'essaie de lui faire des fermetures lombaires, 3 séries de 90 oscillations en grade 3, 4, 4+, j'y arriverai pas. J'arriverai pas à être spécifique. Moi, je vais me blesser et est-ce que je vais arriver à aider ce patient-là? Fait qu'il y a-t-il une façon d'arriver à
se donner des outils pour traiter les patients et gagner en thérapie manuelle simplifiée. Et moi, effectivement, on pense que oui. On va vous montrer ça à l'instant. Alors, on va vous démontrer une dysfonction à la Mackenzie. Fait que, à la thérapie manuelle, on parle de manque de fermeture L4, L5 droite, de manque d'extension L4, L5 droite. Mackenzie, lui, avec ses syndromes, là, problème de dérangement, problème de dysfonction ou problème de postural, c'est les 3 syndromes de Mackenzie. Comment il fait ça, lui? Alors, on a donc un petit vidéo pour ça. Je commence avec une simple croix de main, une petite revision pour la plupart d'entre vous, peut-être du nouveau chez nos jeunes étudiants. Fait que je vais faire déplacer Sébastien dans toutes les directions et gardez en tête que ce qu'on va essayer de démontrer avec Sébastien, là, c'est encore un problème, notre même problème de fermeture L4, L5 droite. Mackenzie ne se casse pas trop la tête. Demande au patient, c'est quoi les symptômes au début? Qu'est-ce que tu as comme douleur avant de commencer? Quelle est ta douleur de base? Et là, on fait bouger le patient dans toutes les directions. Fait que c'est parti. Fait que Sébastien est donc en flexion. Qu'est-ce que ça fait à tes symptômes? Je regarde ses courbures, je m'interroge sur ce que le mouvement lui fait. Dans son cas, il n'y avait rien en flexion. Flexion latérale opposée à sa douleur lombaire droite, pas de symptômes, pas de réaction. Flexion latérale droite créait une fermeture droite, hein, une extension quand même à droite, créait un peu ces symptômes. L'extension, plus clairement, à la Mackenzie, ça crée ma douleur. Ça crée la douleur de consultation de Sébastien à droite. On ajoute les rotations dans notre croix de main, sans stabilisation du bassin, avec stabilisation du bassin, je note mes symptômes. Rotation droite, en suivant les courbures, en observant du mieux que je peux. Ça crée un peu la douleur à Sébastien. Même chose. Fait que donc, on se dirige sur une douleur qui est reproduite en extension lombaire droite. Et là, à la Mackenzie, ce que Mackenzie veut s'assurer, c'est que ce n'est pas un problème de disque. Fait qu'un problème de dérangement discal dans son jargon de Mackenzie. Fait que ce qu'on va faire, c'est des mouvements répétés. Fait que le patient va faire 10 flexions antérieures. Okay, on s'est rendu à 10 et on regarde ce que ça fait aux symptômes du patient, aggraver ou améliorer. Alors non, ça n'aggrave pas les flexions répétées. Est-ce que les extensions répétées aggravent sa douleur? Ça crée sa douleur lombaire droite, mais ça ne va pas l'aggraver. Alors, on a notre douleur que les mouvements répétés ne changent pas. Une seconde, je vais t'arrêter ça. Et là, on arrive à la partie traitement de Mackenzie. On a trouvé qu'il y avait une douleur lombaire droite. En MPV, tout à l'heure, on essayait de faire des fermetures lombaires. Et là, Dominique va nous guider à travers le traitement d'extension de fermeture Mackenzie. Donc, on a vu une dysfonction en extension chez Sébastien ici. Donc, premier exercice ici, l'extension sur le ventre comme ça, un peu comme le cobra, par exemple, au yoga. Donc, on peut faire 3 séries, 2-3 séries de 10 répétitions. Et on recommande vraiment de le faire souvent aux 2-3 heures dans la journée. Donc, Sébastien ici effectue ses extensions. Là, je viens guider un petit peu son mouvement tout doucement. Et bien sûr, il ne va pas dans la douleur. C'est important de travailler un petit peu la raideur, mais sans aller dans la douleur. Ensuite, pour avoir un peu plus de progression, tout de suite, quand les patients ils vont beaucoup mieux, quand ils sont moins irritables, on peut le faire debout en mise en charge comme ça. C'est encore un peu plus fonctionnel. Donc, on recommande surtout, par exemple, des patients qui sont assis très souvent dans la journée, qui présentent une perte d'extension lombaire. Donc, en Mackenzie, comme ça, des extensions au mur. Sébastien appuie ses coudes contre le mur et on peut faire nos extensions comme ceci et toujours le faire assez souvent aux 2-3 heures, 2-3 séries de 10 répétitions. Et on vise un 2-3 sur 10 d'inconfort, donc ne pas aller dans la douleur quand on fait l'exercice. Excellent. Écoutez, gang, ça fait beaucoup d'informations qu'on vous lance. Vous allez voir, la conclusion à la fin va faire du sens, là. Accompagnez-nous là-dedans. Je sais que ça fait beaucoup, puis comme je disais, c'était tout un défi. Fait que si on résume tranquillement,
on vient de voir que deux combinaisons d'approches, il y a deux approches différentes. Mackenzie qui va faire des mouvements répétés pour gagner notre fermeture lombaire droite, hein, notre dysfonction lombaire droite, et la thérapie manuelle là, qui va travailler à gagner cette fermeture-là, mais on trouve que c'est difficile. Fait que ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une combinaison des approches. Vous allez voir, c'est super le fun, c'est super rassurant pour des jeunes thérapeutes, des stagiaires, où vous allez pouvoir combiner ces deux approches-là. Moi, pour moi, ça a été toute une révélation à travers mes pratiques, mes années d'expérience, de dire, écoute, ouais, Mackenzie thérapie manuelle, c'est un beau fit, c'est une belle façon d'aider mes patients sans que je me fasse mal et puis en ayant d'excellents résultats. Fait que Mackenzie, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'il va éliminer les problèmes de disque. Avec les mouvements répétés qu'on a vus tout à l'heure, on élimine que c'est un problème discal. Grosse force de Mackenzie. L'autre grande force de Mackenzie dans sa philosophie, c'est de travailler en fin de mouvement. Quand j'ai fait mon cours de Mackenzie, on me disait « It's an end-range course ». C'est un cours de travailler toujours en fin de mouvement. On va souvent voir des jeunes physios traiter les patients sur le ventre en neutre. Ben, tu n'as pas grand résultat si tu restes en neutre. Tu ne gagneras pas grande mobilité. Une autre approche de Mackenzie qui est intéressante, c'est de travailler dans le respect de la douleur. Puis là, on vous lance le 3 sur 10. Pas de données probantes là-dedans. C'est ce que nous, on a observé en clinique dans mes 30 années de pratique de problèmes de dos. Et puis, autrement dit, de respecter la douleur, d'aller dans le début d'une raideur de fin de mouvement sans faire mal aux gens. Fait que ça, c'est Mackenzie. Et si on combine ça à la thérapie manuelle, ça donne quoi? On va utiliser les mouvements accessoires dans les prochaines minutes. Fait que pas les mouvements passifs intervertébraux si complexes et si difficiles physiquement à réaliser. On va utiliser des mouvements accessoires, des PA, des techniques simples. On va traiter ce qu'on trouve. Ça a l'air simpliste dit comme ça. Treat what you find en anglais. Traite ce que tu trouves. Fait que tu as trouvé qu'il y avait une douleur en extension. Tu as ciblé les niveaux qui semblent être impliqués et on va aller traiter ces niveaux-là. On continue. On va travailler, non pas tant que ça avec des grades de mobilisation 1, 2, 3, 4, comme on voit en thérapie manuelle conventionnelle. On va remplacer ça, nous autres, par le respect de la douleur à 3 sur 10. C'est très théorique. On vous montre ça à l'instant dans une vidéo. Alors, l'outil qu'on vous présente pour trouver les manques de fermeture, les manques d'ouverture, c'est vraiment un outil fantastique qui est enseigné encore aujourd'hui, dépendant du prof, dépendant des croyances de celui qui vous enseigne. Et on appelle ça le H et le I. J'espère que je vais avoir votre attention là, parce que ça, on appelle ça un career changer, un genre d'approche qui te permet d'intégrer dans ton coffre d'outils, qui va t'aider dès le début de ta pratique, tellement que c'est simple et que c'est révélateur. Fait on va, avec le H et le I, on va utiliser les mouvements actifs assistés. Fait qu'on va faire bouger le patient. Je vous montre ça dans un instant. On va faire la différence, attention, là, entre une hypomobilité, quelque chose qui est raide et qui ne bouge pas bien, versus une hypermobilité ou une instabilité. Donc, le H et le I aident à faire la différence entre quelque chose qui est trop raide et quelque chose qui bouge trop. On voit ça dans un instant. L'hypomobilité, à retenir, puis on va le voir dans la vidéo, c'est que quand c'est hypomobile, peu importe le mouvement que tu vas faire, peu importe la direction que tu vas prendre, quand tu arrives à la fin du mouvement, c'est raide,
ça fait mal, ça crée ma douleur de consultation. Quand c'est hypermobile ou instable, vous allez voir, là, ça a l'air weird dit comme ça là, en théorie, mais vous allez voir en pratique. Quand c'est hypermobile et c'est instable, un résultat différent va subvenir selon la manœuvre que je vais faire. OK, on a besoin de voir ça en pratique. Allons-y avec la vidéo. Ouais, avec la vidéo. Et là, cette fois-ci, il y a le son de la vidéo, là, fait que j'espère que ça va fonctionner. Tu me diras, tu me feras un pouce, Dominique, si ça fonctionne bien. Là, j'ai un peu un air post-COVID sur Ça la se prend vidéo. en passant en groupe, ça se prête des fois avec, on est plusieurs de connectés, des fois la vidéo peut être laguée un petit peu, par exemple. On va mettre ces vidéos-là sur notre Facebook, sur YouTube, avec le texte et tout. Donc, je vais mettre ça prochainement. Écrivez-moi si vous ne trouvez pas. Donc, pour ceux et celles qui veulent le réécouter éventuellement, ça va être là. Il va s'appeler les H et le I Exact. dans notre YouTube Accès Physio. Fait qu'écoutez, votre attention, c'est vraiment le fun. C'est le genre d'outil qui va vous aider à faire la différence entre quelque chose qui est raide, d'hypomobile, quelque chose qui bouge trop. C'est parti. OK, alors un outil qui est très intéressant à avoir dans son coffre d'outils d'évaluation, c'est le fameux H et I. Une approche qui nous était beaucoup montrée il y a peut-être une dizaine d'années, quand on veut faire la différence entre une hypomobilité vertébrale versus une instabilité ou une hypermobilité. Alors, on a des tests de thérapie manuelle pour tester les instabilités antérieures, postérieures, en rotation. Mais je trouve que l'outil HI est vraiment intéressant pour se donner une autre idée, une autre opinion par rapport à une hypomobilité versus une instabilité ou hypermobilité. Alors, tout d'abord, le H et le I ici. Fait que le patient démarre toujours au centre, juste là. Et là, on va le faire bouger dans différentes directions. Si on prend le H, par exemple, alors on partirait d'abord vers la droite pour faire une flexion latérale. Et ensuite, vers la flexion, en gardant cette flexion-là. Dans un instant, je vais vous démontrer comment guider le patient pour essayer de rester dans les fins de mouvement le plus possible. Donc, si on revient à notre H, je partais d'abord vers la droite pour faire une flexion et je peux ensuite tester mon extension, toujours avec la flexion latérale droite et ensuite l'extension droite. Fait que théoriquement, hein, on va comprendre dans la première patte du H, si je me penche vers l'avant et que je fais ma flexion latérale et que je me penche vers l'avant, je vais donc créer comme une ouverture vertébrale gauche. Et on va voir qu'est-ce que le patient va nous donner comme résultat. Fait que si on fait nécessairement les autres pattes, alors ici, je m'en vais vers la flexion latérale gauche, je fais une flexion avant, une flexion latérale gauche et une extension. On revient à l'interprétation dans un instant. Le I, quant à lui, on part toujours au centre. Le patient va d'abord faire une flexion lombaire, et je vais induire ensuite mes flexions latérales. Voir ce que le patient va faire, comment il va réagir à cette direction-là, à cette direction de mouvement-là qui est différente. Fait que si je fais l'autre patte de flexion, alors ma flexion, la flexion latérale gauche qui m'amène une ouverture vertébrale droite. Et pour l'extension, c'est le même principe. Je fais d'abord mon extension et ensuite une flexion latérale droite pour créer une fermeture droite. Hein? Extension, flexion latérale droite. Et ensuite, bien sûr, ma fameuse extension avec une flexion latérale gauche pour voir la réaction du patient en extension, en fermeture gauche. Et là, ce qu'on va vouloir rechercher, c'est est-ce que la fin de mouvement, peu importe la direction utilisée, crée les mêmes symptômes.
Si j'ai mon patient, je fais une flexion latérale droite, une extension droite, j'ai ma douleur de fin de mouvement, et je prends mon même patient, je lui fais d'abord faire son extension, sa flexion latérale droite, j'ai la même douleur, similaire, je peux probablement suspecter un manque de fermeture lombaire à droite. Je n'ai pas encore déterminé le niveau exactement, c'est pas plus spécifique que ça, mais ça me donne une bonne idée fonctionnelle de ce qui reproduit les symptômes du patient. Si cette fois-ci, par exemple, on avait, je fais ma flexion latérale gauche, je fais ma flexion antérieure et je crée une douleur ici à droite. Alors, flexion latérale, et quand je me penche vers l'avant, ça crée ma douleur droite. Mais je vais m'attendre à ce que ma patte de I, dans la même fin de mouvement, crée la même chose. Je fais ma flexion latérale, et j'ai aucune douleur. Que s'est-il passé alors que je termine au même endroit, mais que j'ai une réaction différente? Fait que nécessairement, on peut suspecter, encore une fois, qu'il y aurait eu une instabilité ou une hypermobilité au niveau lombaire droite qui a amené des symptômes différents. En résumé, le HI, ce n'est pas super spécifique, mais c'est un excellent outil pour faire la différence entre quelque chose qui serait un manque de fermeture, un manque d'extension droite facétaire, versus peut-être une hypermobilité ou une instabilité vertébrale. On regarde ça avec un patient. Alors ici, je continue. Je fais ma patte de H avec Sébastien. Flexion latérale droite, flexion antérieure pour créer de l'ouverture gauche. Fait que vous voyez, là, je pousse avec ma hanche, je le stabilise. Et là, je fais mon autre patte de H de flexion latérale gauche, flexion antérieure, pour voir qu'est-ce que mon patient réagit, comment mon patient réagit à l'ouverture droite. Mes pattes de H de fermeture, flexion latérale droite, extension droite, crée mes symptômes à droite de fermeture, flexion latérale gauche, extension gauche, réaction à la fermeture gauche. Si je fais mon I, alors flexion, maintenant, je guide mon patient vers l'ouverture, hein, ma déviation latérale droite, avec ouverture gauche. Je reviens. Je fais ma flexion antérieure pour faire mon autre patte d'ouverture de I. En flexion latérale, vous voyez comment j'utilise mon corps pour dissocier le mouvement. Et je suis vraiment en fin de mouvement. Il n'y a pas de symptômes qui résistent à ça. Patte de I en extension, flexion latérale droite, donc fermeture droite. Patte de I en extension et déviation latérale gauche pour la fermeture gauche. OK? Alors, dans ce vidéo-là là, que je pourrais sauter, vous voyez, je vais le continuer. On avait un premier scénario qui nous parlait d'un manque de fermeture à droite, hein, tantôt, quand je vous montrais le H et le I. Et on avait le deuxième scénario où on avait peut-être une hypermobilité ou une instabilité quand on faisait l'ouverture gauche. Fait que c'était donc dans mon scénario 1, le manque de fermeture droite. Quand que je fasse mon I droite ou mon H droite, j'arrive en fin de mouvement et j'ai la même douleur. Je suspecte un manque de fermeture, pas plus spécifique que ça pour tout de suite. Scénario 2, Sébastien se penche en flexion antérieure de I, déviation gauche, aucune réaction, aucune douleur. OK, c'est pas de l'ouverture. Fait que j'ai fait ma flexion latérale en I, il ne se passe rien. Je fais mon H d'ouverture gauche et en chemin, Sébastien a un soubresaut, une douleur qu'on n'a pas perçue
dans l'autre page de I, dans l'autre patte de I, ce qui nous fait donc suspecter une instabilité. All right, fait que hein, c'était quand même lourd, groupe, là. Hein, c'est pas facile dans un webinaire de vous montrer ce genre de truc. Ça va être en ligne pour aller éventuellement aller voir avec toute la description. Mais j'espère que vous êtes capable de vous sentir soulagé en voyant ce graphique-là pour vous dire, hey, moi, je ne sens pas tout là, dans mes mouvements passifs intervertébraux puis dans mes tests de stabilité vertébro-lombaire qui me montrent en thérapie manuelle. Mais avec cet outil-là, j'ai une maudite bonne idée. Puis moi, je vais vous dire, après 30 ans d'expérience, j'ai bien plus confiance entre en un H et un I, comme on vient de faire là, que de me dire que sur un gros comme Sébastien, je vais être capable de faire mes tests antérieurs, mes step tests, puis mes tests de stabilité postérieure pour essayer de trouver une instabilité sur ces niveaux. J'aime bien mieux un H et un I. Même chose pour mes manques de fermeture ou d'ouverture lombaire. Et là, on va aller voir dans un instant comment on peut traiter ça. Exact. Alors, vas-y, mon beau dame, vas-y, excuse-moi. Pas de problème. J'ai rajouté à quel point on a bien vu les mains à Stéphane qui vient guider le mouvement de Sébastien quand Sébastien le fait. Et c'est super important, on voit des jeunes physiothérapeutes souvent qui perdent vraiment les composantes. Par exemple, lorsqu'on va en flexion, ensuite on induit une flexion latérale, on peut perdre la composante de flexion, le premier mouvement. Donc, de ne pas oublier d'aller vraiment dans les fins de mouvement pour que le HII fonctionne très bien et d'avoir une conclusion après l'évaluation du HII. Oui, j'espère qu'on aura la chance, hein, Dominique, d'avoir les jeunes qui viendront nous voir dans un vrai séminaire à la clinique pour tester ça. Parce que, comme je dis, c'est des outils que tu peux utiliser demain matin dans ta pratique. Alors, je continue avec mon... Et puis, Dominique, tu m'interromps quand tu veux, hein? Parfait. Tu sais que je parle toujours un peu trop passionnément. Bien, Lève la main et n'hésite pas. All right. Ah ouais. Alors, dans notre scénario 1, groupe 1, parce que là, on arrive à vous montrer des techniques de traitement simplifiées. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Alors, dans le scénario d'hypomobilité 1, fermeture ou extension, on va vouloir aller mettre le patient en fin de mouvement ventral, en extension passive. Vous allez voir comment c'est facile. Puis là, la position roadkill, ouais, on aurait dû mettre ça entre guillemets, là, on vous la démontre dans un instant. C'est une position avec la jambe sur le côté qui vous permettra d'être encore plus en fermeture droite là, dans notre scénario 1. On va faire des mobilisations accessoires, des PA faciles, simples, faciles à exécuter pour un petit, une petite, un gros, un fort, une pas forte, peu importe, facile à utiliser pour aller gagner de la mobilité de fermeture. Les grades, on ne va pas trop se casser la tête avec ça. Les grades 3, les grades 4 pour gagner de la mobilité. Moi, je vous le dis, quand on sort de l'école, on va se décourager si on essaie de sentir des R1 puis des R2. Puis même sur certains patients avec des gros gabarits, c'est impossible. Fait que nous, on va monitorer cet inconfort-là de 3 sur 10. Qu'est-ce que tu en penses, Dom? Bien d'accord. Je voulais rajouter aussi vraiment, avant de reparler des grades et tout, l'importance de vraiment travailler en fin de mouvement. Nous, chez Accès Physio, on fait du mentorat quand on a des nouveaux physiothérapeutes. Et souvent, par exemple, on a des physios qui nous disent « C'est bizarre, j'ai vu mon patient depuis plusieurs semaines, j'ai vu 7-8 visites, il a encore mal, j'ai pas tant de résultats. » Et souvent, on les voit qui travaillent beaucoup justement sur le ventre, ils font leur PA en position neutre. Donc, très, très souvent, même des patients qui sont un peu plus irritables, on va vous montrer ça dans quelques instants, les amis déjà en fin de mouvement et travailler les mouvements qu'on veut améliorer. On peut prendre l'exemple, on parle de douleur lombaire, mais par exemple, une capsulite à l'épaule où tous les mouvements sont raides au niveau de l'articulation gléno-humérale, mais très rapidement, on va venir mobiliser l'articulation dans les fins de mouvement. Si on travaillait tout le temps en neutre, OK, au début, ça n'a pas une bonne idée, mais rapidement, on travaille en fin de mouvement et c'est là qu'on gagne beaucoup de gains, beaucoup plus en plus de mouvements. Et tout à fait pour les grades de mouvement, c'est tellement important. Dans les prochaines vidéos, on va vous montrer, on aura enlevé le son, vous allez voir, souvent mon visage, je parle au patient, « Hey, qu'est-ce que ça te fait ça? » On lui enseigne au patient d'être à peu près un 2-3 sur 10 d'inconfort. On voit des patients, par exemple, au CrossFit,
qui veulent aller dans la douleur, mais souvent on les irrite. On vise avec eux toujours un 2-3 sur 10 pour permettre d'avoir un bon remodelage articulaire. Donc, il faut avoir une pression suffisante pour travailler comme il faut les facettes articulaires, mais sans faire mal aux patients, sans l'irriter. Donc, c'est super important, vous allez voir dans les vidéos à quel point je suis concentré sur mes patients. Je regarde tout le temps, ou des fois, je regarde même leur visage, leur non-verbal. Des fois, on peut voir les yeux. C'était trop fort. Excuse-moi, je vais un petit peu moins fort. OK, t'es-tu à 2-3 sur 10? Les patients nous disent, non, non, là, je suis 4-5 sur 10. Parfait, on va aller un petit peu moins fort. Allons voir ça. Allons voir Allons ça, voir Dom. ça. Ouais, t'es tout excité. Allons voir ça plus avec le vidéo, ça va être plus évident. Allons-y. Ouais. Fait que, en résumé, on se met en fin de mouvement, on fait des techniques de mobilisation faciles comme des PA, des pressions postéro-antérieures, pardon, des grades. On travaille en monitorant le respect de la douleur de 3 sur 10 du patient. Et on va faire combien? 3 fois 30, 3 fois 60 oscillations par niveau. Allons-y avec une démonstration. Encore une fois, ce vidéo-là, groupe, va être sur notre YouTube avec ce que je suis en train de jaser puis de décrire avec Dom. On a une belle complicité aussi à se compléter dans cette approche-là. Fait qu'on a le patient qui est couché sur le ventre. Dom va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait. On va peut-être avoir à recommencer. Mais là, on s'en vient travailler la fermeture. À droite. L4, L5, droite. OK? Puis, on va se parler de spécificité et de tout ça dans un instant. Là. J'ai mes réserves. Mais allons-y avec la vidéo. Vas-y, Dom, décris-nous ce que tu D'abord, fais. vous allez voir vite quand on va le partir. Là. Ah, je pense que ça a changé de. Vous allez voir quand on va partir la vidéo. Prends ton temps, c'est pas grave. Vous allez voir déjà la première étape là, de positionnement du physio. Vous allez voir, je vais guider Sébastien à s'approcher vers moi parce que c'est important si on va avoir une carrière qui est longue sans qu'on se blesse. Donc, je rapproche le patient vers moi. Et là, je travaille en contralatéral. Donc, vous pouvez voir, là, je travaille en neutre. J'ai une pression qui est un peu plus caudale, donc un peu plus vers les pieds pour travailler l'extension. Et là, rapidement, pour avoir des résultats, le patient, ça allait bien. Vous allez voir, j'avais fait mes glissements donc en position neutre. Et là, rapidement, je mets le patient en extension. Donc, on a la tête de lit, le panneau que je peux soulever vers l'extension. Et je l'aide. Vous allez voir, j'ai levé, je demande au patient comment ça va. Là, il m'a dit qu'il avait un petit peu de douleur. Je l'ai redescendu un petit peu pour qu'il soit confortable. Mais je travaille quand même dans la fin de mouvement. Et tout de suite, je peux faire mes PA comme ça dans cette position-là. Et regardez bien aussi, mes oscillations, des fois, on voit des jeunes physiothérapeutes qui vont vraiment trop vite. On ne peut pas compter les oscillations. Et vous pouvez voir, quand moi je fais une mobilisation, on peut bien les compter. Donc, de ne pas aller trop vite pour bien sentir le mouvement. Ensuite, le fameux roadkill que Stéphane vous parlait, vous voyez, je mets la jambe sur le côté de Sébastien. Ça permet de mettre un peu plus d'extension dans le bas du dos. C'est une position qui est bien confortable, très efficace à travailler. Je rajoute un petit peu d'extension lombaire. On a un meilleur plan de vue. Oh, j'essaie de faire des freezes, mon Dom, puis je l'échappe. Ne bougez pas. Je reviens à ma position de roadkill qui est là. Exact. D'ailleurs, c'est une position qui est très confortable. Beaucoup de patients nous disent qu'ils dorment dans cette position-là, un petit peu avec la jambe sur le côté. Une position très thérapeutique, très confortable. Et donc, là, on revoit la vidéo. Un petit peu d'extension. Sébastien, comment ça va? Je te lève. Ça va, parfait. Là, il m'a dit, parfait, là, je fais donc. Admirer les magnifiques tatous de Sébastien. et la position de roadkill, tu sais, un mort sur la route, on voit ça dans les émissions de police, là, quand il y a une craie de dessinée au sol, pour une raison obscure, le mort a toujours la jambe sur le côté. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça la position roadkill. Et cette position-là place L3, 4, 5 davantage un peu plus en extension pour être encore plus spécifique. Moi, cette position-là, pour les problèmes de disque et de dérangement discal, de protrusion au dernier discal, cette position-là pour mobiliser, centraliser notre gelée de disque, c'était génial. Revenons à notre fermeture. Puis Dominique, tu vas pouvoir continuer là, à décrire qu'est-ce que tu fais avec tes PA légèrement antéro-caudales pour gagner ta fermeture. Je ne vais pas perdre mon vidéo. Vas-y. Tout à fait. Donc là, je faisais des grades 4 à peu près. Je faisais tout le temps un 2, 3 sur 10 avec le patient. Je valide. Puis, en effet, je faisais en caudal mes pressions comme ça, en position d'extension. Et souvent, ce qu'on peut faire aussi, par exemple, on fait une série, une trentaine d'oscillations. On peut redescendre, par exemple. Nous, ce qu'on aime bien faire, par exemple, on fait nos oscillations. On peut descendre à la tête de lit. On peut rajouter un petit peu de thérapie manuelle, par exemple, faire quelques tractions lombaires. Ensuite, on monitore le patient.
On le remet un petit peu en extension et on pourra faire nos mobilisations comme ça, toujours dans le respect de la douleur. Peut-être juste un commentaire sur tu t'es échappé d'homme puis tu as comme mentionné le mot grade. Mais en fait, hein, ce qu'on fait, c'est monitorer la douleur du patient. Ouais. À 2, 3 sur 10, c'est une raideur, c'est un inconfort, c'est pas douloureux, on n'irrite personne, mais on sait qu'on est en fin de fermeture, qu'on est en fin de mouvement, et ça marche. Mais là, tu dis, ouais, mais il y a des patients qui ont des 2, 3 sur 10, qui ont un seuil de tolérance à la douleur différent des autres. Ben, c'est pas Mhm. important. C'est pas important. On a remarqué, nous, que si tu restes dans le 2, 3 sur 10, le patient va super bien réagir. Là, un commentaire que je fais aux jeunes qui ont tendance à être soit sur l'épineuse ou soit trop en latéral, non. Glissez dans la gouttière, juste sur le bord de l'épineuse, c'est là qu'est votre facette. Difficile à démontrer sur une vidéo, mais quand même un petit commentaire pour que vous compreniez que votre mobilisation doit être quand même assez proche de l'épineuse pour trouver la facette. Et vous pouvez voir à quel point c'était confortable pour moi quand je faisais mes mobilisations, à quel point j'utilisais mon corps, je pouvais parler en même temps, c'était pas très forçant. À quel point on compare avec le premier vidéo quand Stéphane faisait ses MPIV, comment c'était beaucoup plus physique comme technique. Là. Il y aura des sceptiques, il y aura des gens qui réagiront à cette présentation-là, là, peut-être dans le monde de la thérapie manuelle. Je les challenge n'importe quand de venir me dire qu'un MPIV avec un patient comme Sébastien, c'est spécifique. Moi, je peux vous dire que Sébastien, si je le teste après avoir fait ces mobilisations-là, la jambe sur le côté, le panneau levé, en travaillant des 2, 3 sur 10 de mobilisation, de respect de l'inconfort, le patient se relève debout, j'ai gagné de la mobilité, j'ai moins de douleur au mouvement, ça marche, c'est concret. Dominique va nous montrer à l'instant maintenant ce qui pourrait être, si on avait par exemple trouvé un manque de mobilité d'ouverture. Exact. Donc Ouais, maintenant, une technique qui est très efficace, plutôt que de ben, travailler. ben, attends, Dom, attends. Je veux juste dire que les plus perspicaces d'entre vous, allez vous dire facile. Leur principe, c'est on positionne le patient en fin de mouvement, on fait nos PA dans le respect de l'anatomie puis de la biomécanique, puis on respecte la douleur 2, 3 sur 10. Vas-y, mon Dom. Oui, tout à fait exact. Donc, plutôt que travailler, si on veut augmenter la flexion, la fermeture, on pourrait mettre le patient en ordre, faire des PA crâniales pendant plusieurs traitements, mais pourquoi ne pas tout de suite mettre le patient, en effet, comme tu viens de dire, en fin de flexion? Donc, ce qu'on recommande, c'est mettre, on va le voir ça dans la vidéo dans quelques instants, de mettre le patient en bout de table avec les pieds qui ressortent un petit peu. On met en flexion, mais vous allez voir, le patient est appuyé sur ses coudes. C'est une position très confortable pour le patient. Il y a un petit peu moins de mise en charge sur le dos. Et on peut faire aussi une flexion latérale contralatérale. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire dans la vidéo prochaine, je vais travailler le côté droit, l'ouverture lombaire du côté droit. Donc, je fais une flexion latérale du patient vers la gauche et je fais, pareillement comme on a vu tantôt, mes oscillations, mes glissements dans cette position-là. Donc, on a la vidéo ici avec le gros Sébastien en bout de table ici. C'est important de baisser la table, n'oubliez pas le confort du physiothérapeute, de la physiothérapeute. Donc, je les mets en flexion comme ceci et je rajoute une flexion latérale ici vers la gauche. Ça ouvre davantage les facettes articulaires du côté droit. Et là, dans ce cas-ci, je fais mes oscillations. Vous voyez, je ne suis pas trop en latéral, je suis quand même très proche de mon épineuse. Et là, je le faisais avec mes pouces. Dans un prochain temps, je vais vous montrer, je peux le faire avec mon pisiforme aussi, mes oscillations. Ça va très bien. On peut changer de technique pour préserver nos pouces aussi. Et je fais mes grades ici, dans cette fin de mouvement-là, en flexion, en ouverture à droite. Et vous pouvez voir aussi mes mains. C'est pas important, mes mains sont vraiment en direction de où je force. J'utilise vraiment tout mon corps. Et là, j'ai une position qui est plus antérieure, crâniale, vers céphalique finalement, comme glissant. Tu sais, on vous avait démontré la façon puriste thérapie manuelle de faire de l'ouverture lombaire. Je vous promets que sur un patient comme Sébastien, la moitié d'entre nous, on n'est pas capable de faire ça dans une longue carrière. C'est impossible. Tu sais, c'est la position, le ressenti. Je suis en fin de mouvement. Est-ce que je gagne de la mobilité facétaire? Vraiment pas évident.
C'est vrai que c'est pas tant spécifique. Est-ce que, ouais, mais là, tu es en L4, en L5? Je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu parce que moi, des patients, là, que c'est rien qu'un niveau qui ne bouge pas, j'ai rarement vu ça dans ma carrière. Souvent, ça va être une section qu'on va vouloir balayer. L3, L4, L5, L4, L5, S1. Peut-être qu'on n'aurait pas dû mobiliser l'autre, mais une chose est certaine, j'ai mis mon patient en fin de mouvement, j'ai fait ces mobilisations-là, j'ai retesté mon H et mon I après le traitement. Patient va plus loin, patient a moins mal, patient s'améliore bien. Fait que si on continue, fait que Dominique continue ses mobilisations et le patient est très, très confortable, groupe, je vous le promets. S'il est rendu là, c'est qu'il est capable de le prendre. S'il était plus irritable, s'il y avait des problèmes de genoux, on serait créatif, on s'organiserait pour peut-être juste mettre le patient à plat ventre avec des oreillers, le mettre en cisaillement ou en ouverture, en flexion latérale opposée pour aller créer notre ouverture. J'espère qu'on ne vous a pas trop perdu, parce qu'il y a du stock, puis c'est dur montrer ça à travers un webinaire. Mais voici nos grandes conclusions. On traite ce qu'on trouve dans le H et dans le I. OK? Toujours travailler en fin de mouvement sans douleur. Une mobilisation accessoire, une composante caudale pour la fermeture, une composante céphalique pour l'ouverture. Un grade à 3 sur 10 d'inconfort en validant avec le patient constamment. Tu sais, tu peux commencer ton traitement, ça va bien au début, puis à mesure que tu en fais, l'irritabilité s'installe. Pas de problème. Moi, je passe mes journées à demander au patient, t'es rendu où sur 10? Un petit hint, là, je fais la même chose avec mes épaules, même chose avec mes genoux, mes coups, tout ce que je mobilise, je suis à 2-3 sur 10. Je sais que je suis dans une raideur de remodelage de fin de mouvement. Combinaison des autres approches pour une approche globale. Ajoutez votre kinetic control, ajoutez votre myofacial, ajoutez vos tapings, ajoutez votre postural global. Génial. Les amis, faites attention aux approches puristes. Vous allez aller faire des cours, vous allez aller faire des formations où on vous dit « Ah, moi là, je fais du RPG, puis je fais de l'ostéo, ou bien je fais de... Puis ah, c'est cette approche-là, c'est le crânien qui marche, puis c'est le myofacial qui marche, ah, et c'est la thérapie manuelle qui marche. » Moi, je pense que ce qui marche le plus, c'est la combinaison des approches. Les données probantes, on va sûrement avoir des questions là-dessus. Là. Je ne sais pas si, Marilyn, les questions ont commencé à rentrer. J'espère que oui. Quelques-unes. Tu sais, les données probantes n'ont pas le droit d'être un obstacle à l'expérience clinique. Puis la dernière phrase, là, si vous avez à la retenir par cœur, ça se place bien dans une conversation. L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. C'est pas parce que tu n'as pas de preuve que ça prouve que ça ne marche pas. T'sais? On n'arrivera jamais à démontrer dans une étude scientifique randomisée à double insu, à interévaluateur, etc., à démontrer ce genre d'approche-là. C'est impossible. Sauf qu'on sait que ça fonctionne. Biomécaniquement, ça fait du sens. Scientifiquement, ça fait du sens. C'est sécuritaire et on peut expliquer la démarche comme on vient de le faire. Merci. Merci. Alors, des questions. Ça va venir. Attends, il faut que je sorte de là, montrer nos magnifiques visages. Et question, je suis capable de trouver ça, moi. Je les ai ici. Sylvie Desrosiers qui a posé la question pourquoi ne pas amener le patient en flexion avec la table inclinée vers le bas? Quelle excellente. Qui a dit ça? Sylvie Desrosiers. Quatrième, il me semble. Bravo, Sophie. Sylvie, pardon. Tu as complètement compris le concept
d'éventuellement être créatif puis s'adapter selon ce que le patient nous dit. Moi, je fais beaucoup de sports physio hein, avec mon diplôme là, de physiothérapeute du sport. Fait que je fais beaucoup du sideline, puis sur la glace ou sur un terrain de beach volleyball ou au football ou à la gym. Bon. Et puis, on n'a pas toujours les outils qu'on veut. Comment je peux m'organiser pour être créatif, mettre mon patient en fin de mouvement? Fait qu'effectivement, j'ai un patient qui a des problèmes de genoux ou qui a un certain âge, peu importe, puis je veux utiliser une table de thérapie manuelle qui est articulée pour faire une flexion, bien sûr. Tu as tout compris le concept. Bravo, tu es dans la bonne direction. Et aussi, des fois, on a remarqué, j'imagine la tête de lit quand on met en flexion. Euh, Par exemple, des fois, on le fait quelques fois, on se fait en créatif tout à fait, mais moi, j'ai l'impression, dans certains cas, par exemple, c'est un peu plus une flexion de hanche, par exemple, quand on incline, un peu moins de flexion lombaire, mais ça pourrait être une bonne idée pour certains patients, bien sûr. Bonjour, merci pour ces informations, elles sont super claires. Je me demandais comment vous appliquez ces positions en fin de mouvement pour une clientèle plus âgée. Ben écoute, on vient un petit peu de partiellement y répondre, Audrey-Anne. Effectivement, il y a toujours une façon d'être créatif pour respecter les limites des patients, les pathologies, les limites de chacun. L'âge est effectivement un facteur, mais comme par exemple ma fermeture tantôt, moi je te dis, j'ai des patients là, de 80 ans que tranquillement j'amène la jambe vers le côté, peut-être pas à 90 flexions de hanche en abduction sur le côté, peut-être un petit peu moins loin, peut-être je lève mon panneau moins loin, mais mon 2-3 sur 10 de douleur, que tu es 20, 10, 20, 50, 80 ans, j'arrive à communiquer avec mon patient pour respecter cette limite-là. Et c'est ce qui est très fiable, je trouve. C'est que je ne vais jamais blesser personne et je sais que je vais toujours, entre guillemets, m'accoter dans la fin de mouvement pour m'installer dans la fin de mouvement pour faire ma mobilisation accessoire facile. Bon, une autre question. Sont-ils réticents à prendre ces positions, les fameuses personnes âgées? Vraiment pas. Vraiment pas. J'ai mon jugement clinique. Si quelqu'un était peut-être mal à l'aise euh, pour toutes sortes de raisons, euh, à moi comme physio, tu sais, regarde, je peux coucher quelqu'un sur le côté, le mettre en petite boule, puis travailler ma flexion comme ça, je peux mettre mon patient debout au mur, les mains sur le mur en position d'extension, faire mes PA avec mon pouce ou avec mon pisiforme en fin de mouvement comme ça, respecter mon 2-3 sur 10, ça marche à tout coup. Je vous dis, ça marche à tout coup. Toujours valider avec le patient, puis chaque technique, c'est pour ça qu'il faut tout le temps, fréquemment demander. Puis par exemple, comme on a dit tantôt, il faut éviter, par exemple, hey, comment ça va? Souvent, les patients disent correct, correct, ça va bien, mais de valider. 1, 2, 3, 6, est-ce que ça fait mal? Est-ce que tu sens la pression, par exemple? Et aussi, pour ajouter avec ce que Stéphane a dit, par exemple, quelqu'un qui manque d'extension de vous, mais souvent, c'est très confortable quand on les met sur le ventre, on y va graduellement. Et sur le ventre, souvent, les muscles sont plus relâchés, il n'y a pas une mise en charge. Donc, toujours dans le respect du patient, de sa condition médicale, on y va graduellement, mais souvent, c'est très confortable. Il y en a qu'il faut qu'on mette un petit coussin, par exemple, au-dessus du bassin, et tranquillement, on peut le retirer, par exemple, puis aller vers l'extension graduellement. Tu sais, éventuellement, quand on vous dit ces concepts généraux-là de traiter ce que vous trouvez, treat what you find, après ça, ceux ça fait longtemps qu'ils pratiquent, Maitland, qui est le père de la thérapie manuelle, dans les années 50-60, si ma mémoire est bonne, c'est lui qui a un Australien qui a créé la thérapie manuelle d'aujourd'hui. C'était un de ses principes fondamentaux. Traitez ce que vous trouvez en fin de mouvement. Ton patient a de la douleur au genou quand il est gardien de but en ABD du genou, flexion. Mets ton patient à genoux en ABD, flexion, dans le respect de la douleur et fais ton glissement accessoire, par exemple, en fin de mouvement comme ça. Fait que quand vous partez avec
votre créativité, comme tu disais, Sylvie, votre créativité de dire, OK, mes principes fondamentaux, c'est je me mets en fin de mouvement, je monitore mon patient à 3 sur 10 du respect de sa douleur. Puis après ça, tu peux jouer là, avec tes grades 3 puis tes grades 4, des oscillations plus répétées, en sortant moins ou pas du 3 sur 10 que tu as trouvé, qui est théoriquement ton R2 improvisé. Puis bien oui, avec l'expérience, éventuellement, tu vas dire, hey, c'est fou, je fais mon test avec moi-même. Là. Mon 3 sur 10 semble être ce que je semblais sentir en R2. C'est sûr que ça va venir de plus en plus avec l'expérience. Mais tu n'auras pas à te casser la tête quand tu arriveras un patient plus obèse, plus musculaire, plus pesant, plus difficile à mobiliser. Tu vas toujours être capable de le mettre en fin de mouvement puis faire tes techniques de PA dans le respect de la cinématique, l'ostéocinématique articulaire. On a-t-il d'autres questions? Oui, please. Condamnez-vous complètement les MPIV? Tellement pas. Je condamne jamais rien. Moi, je pense que c'est un bel outil, par exemple, pour éventuellement arriver à faire des manipulations vertébrales. Quand tu fais des manipulations, comme j'ai fait ma formation, bien sûr, en gapping, en fermeture ou en ouverture, ça va être ces positions-là de locking que tu vas utiliser. Il m'arrive une petite gymnaste pas trop pesante, une petite patineuse artistique pas trop pesante, un joueur de hockey adolescent pas trop pesant, pas trop gras. Ben oui, je suis capable d'utiliser mes MPIV. La théorie derrière les MPIV, Samuel, là, est tout à fait fondée. C'est pas ça que je remets en question. Ce que je mets en question, c'est ta capacité de dissocier spécifiquement d'un niveau à l'autre, d'un côté à l'autre, puis d'être capable, avec tous les gabarits de physio qu'on a, puis tous les gabarits de patients qu'on a, de sentir tout le monde. Si tu t'arrêtes au MPIV pour faire de la mobilisation vertébrale, les cas que tu ne sens pas, puis les cas qui sont trop lourds, puis que tu n'es pas capable, tu vas faire quoi? Rien? Non. Tu vas mettre ton patient en fin de mouvement, tu vas utiliser des techniques de thérapie manuelle, les MPAIV, hein, un PA ou un AP, c'est de la thérapie manuelle qu'on nous enseigne. Et puis, tu l'auras dans ton coffre d'outils. Moi, tous nos employés là, dans nos généreux budgets de formation continue chez Accès Physio, je vous promets qu'on les envoie à la QPMO faire leur cours. Je veux qu'ils aillent faire leur formation de thérapie manuelle. Tu développes tes mains, tu développes ton raisonnement clinique. C'est tout à fait génial. Mais on ne se compte pas de menterie que tout le monde est capable de sentir. Éventuellement, vous ferez l'expérience quand vous irez dans vos niveaux 2, vos niveaux 3. Il y a toujours un ou deux, au moins deux appariteurs, là, deux moniteurs qui vous aident. Faites-les passer un arrière de l'autre sur vous, voir s'ils trouvent la même chose en ne disant pas ce que l'autre a trouvé. Vous risquez d'être déçu. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que ce n'est pas toujours facile à sentir. Et même entre eux, ont de la difficulté à être fiables interévaluateurs. Mais Samuel, tout à fait, la logique est derrière les MPIV. On s'en est inspiré pour développer ces formations-là. Et puis, ça fonctionne donc bien, tu sais. Je fais des réponses longues, parce que je ne veux pas que ça finisse, c'est trop le fun, puis je veux d'autres questions. On veut d'autres questions. Ah, peut-être, Sylvie, lâche pas Sylvie. On a vu comment traiter les hypomobilités. À vous des trucs pour les instabilités. Excellente question, tout à fait. Ça pourrait éventuellement faire l'objet d'un autre séminaire. Moi, je trouve que les instabilités, les hypermobilités ou instabilités sont souvent relatives soit à une pathologie articulaire qui rend tes niveaux avec des pertes de congruence articulaire ou suite à un trauma, une chute, etc. Fait que tu fais tes mouvements, tu fais ton HI, tu fais tes tests de stabilité qu'on t'a appris à la QPMO, fais-les aussi. J'ai absolument pas dit à personne de ne pas les faire. Ton step test, puis tous tes tests qu'on nous montre, on les fait nous autres aussi. Mais pour le traitement, ça va être très, très relatif à
dans quelle situation le patient est instable. Si c'est moi, je me rappelle de ceux qui tombent, les patineuses artistiques, en arts martiaux, qui font des chutes et des combats, etc., vont développer des instabilités, des hypermobilités. Puis c'est de les travailler spécifiquement avant que ça débarque, avant que l'instabilité apparaisse. Tu vas travailler ton contrôle moteur kinétique en lombaire, tes multifides, ton contrôle de fessier, de moyen fessier, ton transverse de l'abdomen, on n'en parlera jamais trop. Puis tu vas faire cette rééducation-là de contrôle moteur spécifique au sport dans la situation que ça débarque. Quelque chose à ajouter, Dom, peut-être? Absolument, mais très, très, très bon point. J'ai rajouté aussi, là, on parle vraiment de la région lombaire spécifiquement, mais quand on voit un patient en vrai, on fonctionne par scan. Quelqu'un qui a mal dans le bas du dos, par exemple, une jeune gymnaste qui a l'hypermobilité en extension lombaire, mais on pourrait trouver, par exemple, une perte d'extension thoracique, donc trouver un autre niveau qui est beaucoup plus raide. Donc, comment traiter une instabilité lombaire? On traite ailleurs. Ça peut être au niveau sacro-iliaque ou au niveau du thorax qui est très, très raide. Par exemple, un joueur de golf, on a besoin de rotation. S'il est très raide en thoracique, il va chercher en lombaire, bien, il a besoin de venir d'avoir des traitements en thoracique. Donc, on peut mobiliser les autres niveaux qui sont plus raides, venir stabiliser avec nos exercices les niveaux qui sont plus instables. D'ailleurs, tous les exercices il y en a plein, plein, plein. Il y en a plusieurs qu'on peut utiliser. On en a sur notre YouTube. Il faut être créatif encore une fois selon le sport, le travail de la personne. Tout à fait. Excellent. Quel bon point, Dom, de dire que quand c'est instable en L5, S1, ça se peut que ça ne bouge pas en L3, L4, L5. Tu sais, et que là, tu vas vouloir me dire, même quelqu'un qui a une instabilité, là, moi, je les amène en fin de mouvement comme ça, puis je travaille ce qui est en haut, puis je dégage ce qui est en haut ou ce qui est en bas. Tout à fait. Excellent point, Dominique. Bienvenue, Sylvie. Y a-tu des sceptiques? Tu sais, du monde qui non, je crois pas trop à ça. Moyen? Peut-être. Attends, il y a d'autres questions, je pense. Audrey, est-ce que les évidences scientifiques sont meilleures pour les MPV que les PPA? Ce serait pourquoi nous voyons plus souvent l'utilisation des MPV. Après certains stages, j'ai eu l'impression qu'il fallait prioriser les MPV. Écoute, ça va tellement dépendre d'Audrey-Anne, de qui tu as comme superviseur. Tu sais, ça va tellement dépendre de qu'est-ce que ton superviseur croit. Moi, ce que je pense en avoir vu tellement de jeunes se décourager après 5-10 ans de thérapie manuelle parce qu'ils n'arrivaient pas à utiliser les MPV chez tout le monde, il faut que tu remplisses ton coffre d'outils d'autres choses. Moi, j'ai arrêté de faire ça des MPV. J'ai arrêté de faire ça des MPV parce que, tu sais, ton patient, il paye en privé, puis il y a X traitements pour avoir des résultats. Et moi, je le sais que quand tout de suite, dès la première visite, respect de l'irritabilité, je suis capable d'amener mon patient en fin de mouvement puis faire des techniques qui me préservent moi et qui me permettent d'être en fin de mouvement avec lui, avec le respect du 2-3/10. Ça va bien plus vite qu'avec des MPIV. Moi, je te garantis ça. Puis tu vas te préserver toi avec le temps, si tu as envie de faire la physiothérapie longtemps, ça va être bien plus facile pour toi de trouver des techniques alternatives. Ceci dit, pour les cas que tu es confortable, fais-les sans problème. Écoute, Marilyn, je sais que tu écoutes encore. On a un super tirage. On a-tu réussi à garder pas mal tout notre monde, Dom? Pas mal. Oui. Pas mal. Ça n'a pas trop quitté, hein? Non, trop, non. Nice. Ben, écoute, on a nos noms. Marilyn, je suis sûr que tu les as déjà pris en note. J'ai les noms de tout le monde. Super, super. Je me suis... Oui, parfait. Ben écoutez, Marilyn est en charge de faire le tirage de prix de présence. On a 2 certificats cadeaux de 100 $ que vous pourrez dépenser chez Sale, plein air, sport, machin. Puis, regardez, on va prendre vos noms. Si je ne me trompe pas, Marilyn, ça se peut-tu que tu as les adresses courriels des gens? Non, je n'ai pas les courriels, par contre. J'ai leur nom, mais je n'ai pas les adresses courriels. Ah non, on pensait qu'on aurait peut-être la chance d'avoir les adresses courriels pour les rejoindre. Ben écoute, tire-nous deux. Es-tu capable de tirer quelque chose, toi, là? Oui, je peux tirer. Brasse, 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 brasse. Tire-nous 2 noms. Puis on va vous laisser notre adresse courriel, les 2 gagnants.
ça serait de communiquer avec nous pour que nous, on puisse vous trouver. Marilyn, Ok, à toi j'y vais. la parole. J'y vais. Alors, la première gagnante, Émilie Deschênes. Émilie Félicitations, Émilie. Deschênes. Émilie Deschênes. Émilie, il faut que tu te manifestes pour gagner. Tu fais yeah, bravo, youpi. Mais si tu ne te manifestes pas par une Q&A dans le truc, on ne pourra pas te faire gagner. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On va te trouver, là, mais si tu te manifestes, Oui, ça oui. serait génial. Émilie est toujours là, je l'ai vue. Émilie, envoie un chat. Ah, Ah, elle est là. Youpi! Elle dit youpi! Youpi! Bon, bravo. excellent. Est-ce que tu fais du plein air, Émilie? Physio-ergo, tu n'as pas le choix, là. Excellent. Émilie, réponds. Anyway, pendant qu'Émilie est encore sous le choc de sa grande victoire, Marilyn, as-tu un deuxième gagnant? Oui, j'ai pigé un autre nom et c'est Audrey-Anne Cormier. Mais Oui, la madame qui pose plein de questions. poser des questions. Certains, beaucoup de randonnées. Nice, Émilie. Et Audrey-Anne, écoute, tu étais hyper active dans ce chat. Exprime-toi encore une fois. Youpidou, qu'elle dit. C'est bon, ça. Fait que, gang, ça serait le fun d'avoir vos commentaires. C'est la première fois qu'on fait ça. Ça serait tellement cool de recevoir un peu de vos commentaires et suggestions. Nous, on a l'intention, avec Chloé, merci encore d'avoir organisé ça. Championne, super fine, super accessible. Merci, Chloé. Puis, on va mesurer votre degré de bonheur de ce webinaire, puis définitivement, probablement penser à en organiser d'autres en ergo, éventuellement, promis, mais sur d'autres sujets. On pourra faire des webinaires tous les jours, là, tellement qu'il y a de trucs le fun en physio. Si vous avez des suggestions, des sujets que vous aimeriez qu'on vous approche, mobilité neurale, contrôle moteur, taping, mais des trucs manuels, finalement, je pense que ça a été une expérience le fun. Il Hmm. semble y avoir d'autres commentaires. Pas pour l'instant. Non. Il y a comme un chat en plus. C'est la même chose. Chat et Q&A. Anyway, Ouais. Avançons, écoutez, hein. regardez, on s'éternise parce qu'on a trop de plaisir. Fait qu'on remercie tout le monde. S'il vous plaît, envoyez vos commentaires à Chloé. Hein? Chloé, on peut-tu la démuter, cette jante demoiselle? Où est-ce qu'elle est rendue? Chloé va vous dire quoi faire. Chloé, c'était quoi son nom de famille? Morin. Morin, Chloé Morin. M. Chloé, Oui. va-t'en pas. Chloé Morin. Même. Je l'ai laissé la troisième dans les attending. Ouais. Ah, OK. Attendees. Non. C'est où, Chloé? Merci pour vos commentaires. Vous semblez avoir trouvé ça intéressant. Super gentil. On vous invite. On a un Facebook, on est super actifs sur les réseaux sociaux. Chloé, tu peux parler. Ah, elle est là. Oui, ben dans le fond, je peux faire un sondage sur le groupe si vous voulez qu'on sonde l'appréciation du webinaire. Puis aussi, si les gens, justement, ont des suggestions de prochains sujets, ils peuvent m'écrire sans problème. Là. Je pense que je vous harcèle tellement avec mes messages à tous les jours que vous savez c'est quoi mon compte Facebook. Là. Vous ne devriez pas avoir de misère à me trouver. Si vous avez des suggestions ou commentaires, je vais vous les faire parvenir par la suite. Super. Puis toi, en tant qu'ergo, tu n'as pas trop... Ben non, moi, je trouve toujours ça intéressant de savoir ce que vous faites parce que de la même façon que des fois, vous ne savez pas trop ce que nous, on fait, l'inverse, c'est la même chose. Fait que c'est le fun parce qu'on est souvent appelés à travailler ensemble. Fait que c'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne des deux côtés. Cool. Super. Fait qu'écoutez, merci encore à tout le monde. Tout le monde est pas mal resté jusqu'à la fin. C'est génial. Puis, on attend vos commentaires pour améliorer nos trucs et on se revoit bientôt dans un prochain webinaire Accès Physio. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le Ciao. monde. Merci d'avoir été là. Bye bye.